La baronne a forcé sa couturière à serrer le lacet jusqu'à ce que ses côtes craquent pour le bal de la province. Mais le corset contenait des fibres de jute infectées par une moisissure noire qui dévorait la peau à chaque goutte de sueur. Ce que la noble ignorait, c'est que la preuve de son crime le plus atroce était cousue à l'intérieur de sa propre chair. Le fer à repasser, lourd et brûlant, glissait sur la soie avec un sifflement sec. Dans la pénombre de l'atelier de la Fazenda da Sonsa Morta, l'air était si épais qu'on aurait pu le couper au couteau. L'odeur du café brûlé se mélangeait à celle de la sueur rance et de l'amidon. Rosa ne levait jamais les yeux. Ses mains, calleuses, déformées par des décennies de couture forcée, maniaient l'aiguille avec une précision de chirurgien. Chaque point était une cicatrice de plus sur le tissu, chaque ourlet une prière silencieuse qu'elle seule pouvait entendre. Elle ne parlait pas. À 42 ans, elle avait appris que le silence était sa seule armure contre la cruauté des maîtres. Elle observait. Elle mémorisait le craquement du plancher, l'hésitation dans la voix du régisseur et surtout la vanité dévorante de la baronne Deolinda. La porte de l'atelier s'ouvrit avec fracas. La lumière crue du couloir découpa la silhouette massive de la baronne. Deolinda n'était plus la beauté qu'elle prétendait être dans les miroirs dorés du salon. À 45 ans, son visage était marqué par l'amertume et les nuits blanches passées à compter des dettes de jeu que son mari, le baron, ignorait encore. Elle tenait un rouleau de soie française d'un blanc si pur qu'il semblait briller dans la puanteur de la pièce. Elle le jeta sur la table de Rosa comme on jette une insulte. Elle voulait une robe pour le bal de la villa de Santo Esteban. Pas n'importe quelle robe. Elle voulait être la plus fine, la plus élégante, celle dont la taille ferait pâlir d'envie les filles du juge Teodoro. Repardez bien ceci. Certains appellent ça du prestige, mais c'est de la barbarie, avec un nom et un titre de noblesse. La baronne s'approcha de Rosa, son parfum de violette étouffant l'odeur de l'atelier. Elle posa un doigt ganté sur l'épaule de la couturière, serrant l'os avec une force inutile. Elle exigeait un corset qui réduirait sa taille de moitié. Elle ne se souciait pas de savoir si Deolinda pourrait respirer ou si ses organes crieraient grâce sous la pression des baleines. Ce qu'elle voulait, c'était le triomphe social. Ce qu'elle ne disait pas, c'est comment elle avait payé cette soie. Rosa savait. Tout se sait dans les quartiers des esclaves, même ce qui est enterré sous des couches de mensonges. Quelques mois plus tôt, Bento, le fils de Rosa, avait disparu. Bento n'avait que 10 ans. Il avait le rire clair et les mains déjà habiles pour aider sa mère. Un matin, Jorge, le régisseur à la face de cuir et aux yeux de serpent, était venu annoncer la nouvelle, la variole. Il avait dit que le petit était mort en quelques heures, loin dans les champs, et qu'il l'avait enterré immédiatement pour éviter la contagion. La baronne avait même fait semblant de verser une larme, montrant à Rosa une petite butte de terre fraîchement retournée dans le cimetière de la propriété, au fond d'un bois humide. Mais Rosa n'avait jamais cru à cette tombe. Elle connaissait le corps de son fils. Elle savait que la variole ne fauchait pas un enfant vigoureux en une matinée sans laisser de traces sur les autres. Ce qu'elle avait découvert plus tard, en écoutant derrière les portes lourdes du bureau, l'avait glacée jusqu'à la moelle. La baronne était ruinée. Elle avait vendu Bento à un marchand de bétail qui partait vers les mines du sud. Le prix de la vente? Exactement le montant nécessaire pour importer cette soie française et payer les parures du bal. La tombe au fond des bois n'était qu'un tas de boue et de mensonges pour couvrir un crime. La baronne ordonna à Rosa de commencer les mesures. Elle se déshabilla avec une impudeur royale, exposant sa peau flasque et blanche, une peau qui n'avait jamais connu le soleil des champs. Rosa s'approcha avec le ruban à mesurer. Ses doigts frôlèrent le dos de la maîtresse. Elle sentit la chaleur de la chair de celle qui avait vendu son sang pour du tissu. À ce moment précis, un plan commença à se dessiner dans l'esprit de Rosa. Un plan qui ne demandait pas d'armes, mais du temps, de la patience, et une connaissance profonde des choses que la terre cache. Le problème, c'est que la baronne était pressée. Le bal approchait, et le juge Teodoro, un homme dont la réputation d'impartialité confinait à la dureté, serait l'invité d'honneur. Deolinda devait l'impressionner pour obtenir un délai sur les dettes de la Fazenda. Elle harcelait Rosa jour et nuit. Si le corset n'était pas assez serré, elle frappait. Si une couture n'était pas droite, elle menaçait de vendre Rosa à son tour. Mais Rosa ne tremblait plus. Elle avait trouvé quelque chose. Une nuit, alors que la maison était plongée dans un silence de mort,
Rosa s'était glissée dans le bureau de la baronne. Elle cherchait une preuve, un papier, n'importe quoi qui pourrait confirmer ce que son instinct lui criait. Le régisseur Georges dormait dans la dépendance, ivre de cachaça. Rosa fouilla les tiroirs, ses doigts agiles évitant les pièges du désordre. Sous un tapis de perse élimé, elle sentit une bosse. C'était là. Un contrat de vente original scellé à la cire avec le nom de Bento et le montant de la transaction. En le dépliant, Rosa sentit une rage froide l'envahir. La baronne n'avait pas seulement vendu son fils, elle l'avait fait avec une désinvolture atroce, négociant le prix d'un enfant comme on négocie un sac de café. Rosa ne prit pas le contrat tout de suite. Elle savait que si elle disparaissait avec le papier, elle serait traquée et tuée avant l'aube. Elle remit tout en place, mais elle emporta avec elle une information capitale, le nom du marchand et la destination. Et elle emporta autre chose. Dans un coin sombre de la cave de la grande maison, là où l'humidité des mines s'infiltrait par les murs fissurés, poussaient des fibres de jute oubliées. Ces fibres étaient restées dans l'eau croupie pendant des mois, incubant une moisissure noire et visqueuse, un parasite que les anciens appelaient la morsure de la terre. Ce parasite ne tuait pas tout de suite. Il s'infiltrait par les pores de la peau, surtout quand celle-ci était irritée ou en sueur. Il créait des sillons noirs sous l'épiderme, dévorant les tissus mous tout en laissant la victime consciente de chaque seconde de son agonie. Rosa récupéra une poignée de ces fibres infectées. Elle les ramena dans son atelier, les cachant dans une boîte de fil de soie. Le travail sur le corset commença. Rosa utilisait les baleines les plus rigides, mais au lieu de les doubler avec du coton doux, elle tressa les fibres parasitées directement dans la doublure intérieure. Elle savait que la baronne exigerait que le corset soit serré à l'extrême. Elle savait que lors du bal, sous les lumières des 1000 bougies et dans la chaleur de la danse, la baronne transpirerait. Et c'est à ce moment-là que le piège se refermerait. Pendant les séances d'essayage, la tension montait. Deolinda criait, exigeant que Rosa tire encore sur les lacets. « Plus serré, espèce d'incapable, je veux sentir mes côtes se toucher !» hurlait-elle en frappant le visage de la couturière. Rosa ne répondait rien. Elle tirait. Elle entendait les craquements suspects du cartilage sous le tissu. Elle voyait la peau de la baronne rougir, puis devenir livide. Elle voyait déjà les premières rougeurs causées par le frottement des fibres de jute de la cave. Mais ce que personne ne savait, c'est que Rosa avait ajouté un détail final au corset. Une petite chose, presque invisible, cousue au centre même de la pièce, là où la pression était la plus forte contre le sternum. C'était une dent de lait. La dernière dent que Bento avait perdue avant d'être emmené. Rosa l'avait montée sur un fil d'argent, caché sous une épaisseur de soie. Chaque fois que la baronne respirerait, cette dent s'enfoncerait un peu plus dans sa chair, comme si l'enfant lui-même réclamait justice depuis l'intérieur de sa parure de luxe. Le régisseur Georges commençait à avoir des doutes. Il voyait Rosa sortir de l'atelier à des heures indues, les mains tachées d'une substance noirâtre qu'elle frottait frénétiquement. Un après-midi, il entra sans prévenir et fouilla la robe. Il passa ses doigts rugueux sur les coutures, cherchant une aiguille cachée ou un poison. Il se piqua violemment sur une épingle que Rosa avait laissée là exprès. Il jura, suçant son sang, mais ne trouva rien d'autre que de la soie et du balénage. « Si cette robe n'est pas parfaite, Rosa, c'est moi qui te jetterai dans la fosse, » grogna-t-il avant de sortir. Rosa ne craignait plus la fosse. Elle craignait seulement que le parasite n'agisse pas assez vite. Elle surveillait la peau de la baronne lors des derniers ajustements. Des petites taches sombres commençaient à apparaître autour de la taille de Deolinda. La baronne s'en grattait frénétiquement, pensant à une simple irritation due à la chaleur. « C'est le prix de la beauté, madame », murmura Rosa pour la première fois, sa voix étant comme un écho venu d'outre-tombe. La baronne sourit cruellement dans le miroir. Elle aimait cette idée. La souffrance des autres était, pour elle, la preuve de sa propre importance. Elle ne se doutait pas que sous la soie blanche, le noir commençait à ramper. Elle ne se doutait pas que chaque mouvement qu'elle faisait pour admirer sa silhouette aidait les fibres parasitées à pénétrer plus profondément dans ses pores ouverts par l'effort. Le jour du bal arriva enfin. La fazenda d'Asonsa Mortas était en effervescence. Des calèches arrivaient de toute la province. L'odeur du bœuf rôti et des fleurs exotiques remplissait les jardins. À l'étage, dans la chambre de la baronne, Rosa préparait l'ultime supplice. Le corset était là, étalé sur le lit, magnifique et mortel.
Deolinda entra, déjà excitée par la perspective de son triomphe. Elle ne regardait même pas Rosa, elle ne voyait qu'elle-même. Rosa commença à lasser. Elle mit tout son poids dans l'effort. Le corset se referma sur la baronne comme une mâchoire d'acier. Deolinda suffoqua un instant. Ses yeux s'écarquillèrent, mais elle fit signe de continuer. Elle voulait cette taille de guêpe, coûte que coûte. Rosa noua les lacets avec une fermeté finale. À cet instant, la dent de lait de Bento se planta fermement dans la peau de la baronne, juste au-dessus du cœur. Un cri étouffé s'échappa des lèvres de la noble, mais elle le transforma en un rire nerveux. Elle était prête. Alors qu'elle descendait le grand escalier, sous les regards admiratifs des invités et du juge Théodoro qui l'attendait en bas, la baronne sentit une première vague de chaleur intense lui brûler les côtes. Ce n'était pas la chaleur de la soirée. C'était une brûlure interne, comme si des milliers de petites aiguilles chauffées au rouge commençaient à tricoter ses chairs. Elle sourit, salua l'assemblée, mais à chaque pas, la douleur devenait plus précise, plus rythmée. Le parasite venait de trouver sa source de nourriture, la sueur de la vanité. Rosa, restée dans l'ombre de la galerie supérieure, observait la scène. Elle savait que le compte à rebours avait commencé. Elle savait que la soie blanche ne resterait pas blanche très longtemps. Et elle savait surtout que le secret qu'elle avait découvert dans le bureau de la baronne allait bientôt éclater au grand jour, d'une manière que personne dans cette salle de bal n'oublierait jamais. L'empire de café de la Fazenda d'Assunção Mortas reposait sur un lit de cadavres et de mensonges. Mais ce soir, c'est le corps même de la baronne qui allait devenir le tribunal de ses crimes. Le bal commençait à peine, et déjà, dans le dos de Deolinda, une petite tache sombre, presque invisible, commençait à imbiber la doublure précieuse. La moisissure noire se réveillait, et avec elle, la mémoire de tout ce qui avait été vendu. Le parquet de la salle de bal brillait comme un lac de glace sous les lustres de cristal, mais pour la baronne Deolinda, chaque pas était une marche sur des braises. La musique, un menuet élégant joué par des musiciens nerveux, remplissait l'air, mais elle n'entendait que le battement sourd de son propre sang dans ses tempes. Le corset la serrait si fort qu'elle sentait ses poumons se ratatiner, cherchant un air qui ne venait pas. Mais ce n'était pas seulement le manque d'oxygène, c'était cette démangeaison. Une morsure sournoise d'abord localisée au creux des reins, qui commençait maintenant à ramper le long de sa colonne vertébrale comme des milliers de pattes invisibles. Remarquez bien ce détail. Dans ces grandes maisons, les murs ont des oreilles, mais les tissus, eux, ont une mémoire que rien n'efface. La baronne souriait aux invités, son visage poudré masquant la pâleur maladive qui gagnait ses joues. Elle inclina la tête devant le juge Théodoro, l'homme dont dépendait l'avenir de la Fazenda d'Assunção Morta. Le juge était un homme sec, aux yeux d'un gris d'acier qui semblait lire à travers les gens. Il lui offrit son bras pour la prochaine danse. Elle accepta, mais en posant sa main sur sa manche de laine, elle sentit une décharge de douleur traverser ses côtes. La dent de lait, cachée dans la doublure, venait de mordre la chair pour la 100e fois. Dans l'ombre des cuisines, Rosa ne bougeait pas. Elle n'avait pas le droit d'être là parmi les domestiques qui s'affairaient à porter des plateaux d'argent chargés de mets raffinés. Elle restait près de la porte de service, là où l'air frais de la nuit s'engouffrait. Ses mains tremblaient légèrement, non pas de peur mais d'une attente sauvage. Elle revoyait le visage de Bento, le jour où il avait perdu cette petite dent. Il avait pleuré un peu, puis il avait ri en voyant la pièce de cuivre que Rosa avait réussi à lui obtenir. Aujourd'hui, cette même dent était le messager de sa vengeance. Elle savait que la baronne transpirait. Elle savait que la soie française, si fine, commençait à s'imbiber de cette humidité corporelle qui réveillait la moisissure noire de la cave. C'est alors que Georges, le régisseur, apparut derrière elle. Il ne portait pas sa tenue de travail, mais une veste sombre qui le rendait encore plus menaçant. Son regard tomba sur Rosa, et il s'approcha lentement, son souffle chargé de l'odeur du tabac et de la rancœur. Il posa une main lourde sur le chambranle de la porte, bloquant la sortie de la couturière. « Pourquoi tu ne retournes pas à ton atelier, Rosa ?» demanda-t-il, la voix basse et sifflante. « La baronne n'aime pas voir les ombres traîner quand elle fait la fête, et moi non plus. » Rosa ne répondit pas. Elle regarda ses propres mains, les bouts de ses doigts encore rougis par le contact avec les fibres parasitées. Georges plissa les yeux. Il n'était pas un homme intelligent, mais il avait le flair des prédateurs.
Il se souvenait de la manière dont Rosa avait réagi quand il lui avait parlé de la mort de Bento. Pas de cris, pas de larmes publiques, juste un silence de pierre qui n'était pas naturel. Il se souvenait aussi de l'odeur qu'il avait sentie dans l'atelier cet après-midi-là. Une odeur de terre humide, de tombeau ouvert, qui ne collait pas avec le luxe de la soie. « Qu'est-ce que tu as fait à cette robe ?» murmura-t-il en s'approchant encore. « J'ai vu la baronne se gratter tout à l'heure. Elle a l'air de souffrir. Si j'apprends que tu as glissé une épingle ou un truc de sorcière dans ce tissu, je te jure que tu ne verras pas le lever du soleil. » Le problème, c'est que Jorge avait peur. Il savait que si la baronne tombait, il tomberait avec elle. C'était lui qui avait signé le faux certificat de décès. C'était lui qui avait escorté le marchand de bétail et le petit Bento jusqu'à la limite de la propriété. Il avait empoché une part de la vente, de quoi payer ses propres dettes de jeu et ses bouteilles de cachaça. Si le château de cartes de Deolinda s'écroulait, les créanciers ne feraient pas de cadeau au régisseur. Si vous sentez que la vérité finit toujours par transpercer les plus beaux mensonges, abonnez-vous. Et dites-moi, à votre avis, le juge Teodoro a-t-il déjà compris que quelque chose pourrit sous cette soie? Le juge, justement, s'arrêta au milieu de la valse. Il sentit une odeur étrange émaner de sa partenaire. Ce n'était pas le parfum de violette habituel, c'était quelque chose de plus lourd, de plus organique, une odeur qui lui rappelait les cales des navires ou les entrepôts de café négligés. « Tout va bien, baronne ?» demanda-t-il, son ton étant poli mais dénué de chaleur. « Vous semblez agité. » Deolinda essaya de répondre, mais ses lèvres étaient sèches. La douleur dans son dos était devenue insupportable. Ce n'était plus une démangeaison, c'était comme si des fils électriques étaient tendus sous sa peau et qu'on les tirait un par un. Elle sentait quelque chose de visqueux couler lentement le long de ses hanches, sous la doublure du corset. Elle pensa que c'était de la sueur. Elle espérait que c'était de la sueur, mais la sensation était trop épaisse, trop chaude. « C'est la chaleur de la salle, monsieur le juge », parvint-elle à articuler, sa voix montant d'une octave. « La fête est si réussie, je suppose que l'émotion me gagne. » Elle chercha désespérément Rosa du regard dans la foule des domestiques, mais elle ne vit que des visages flous. Elle avait besoin qu'on desserre ce maudit lacet, elle avait besoin d'arracher cette armure qui commençait à lui dévorer les côtes. Mais elle ne pouvait pas partir, pas maintenant. Le juge venait d'évoquer la question des impôts fonciers et de la gestion de la main-d'œuvre. Il mentionna, comme par hasard, qu'il avait entendu des rumeurs sur des disparitions suspectes dans les plantations voisines. Des esclaves qui mouraient de maladies subites, juste avant d'être vendus illégalement pour échapper aux taxes de l'Empire. Le cœur de Deolinda rata un battement. Elle sentit la dent de Bento s'enfoncer plus profondément, comme pour souligner les paroles du juge. Elle commença à se gratter le côté, un geste impulsif qu'elle ne put réprimer. Ses ongles griffèrent la soie précieuse, faisant un bruit de déchirure qui sembla tonner dans le silence relatif entre deux morceaux de musique. On dit aussi, continua le juge Teodoro, ses yeux fixés sur ceux de la baronne, que certains propriétaires cachent des documents officiels pour masquer ces transactions. C'est un crime grave, baronne, un crime qui mène directement au bagne. La baronne sentit un vertige la prendre. La douleur physique et la peur se mélangeaient en un cocktail toxique. Elle avait l'impression que le corset était vivant, qu'il se resserrait de lui-même, que les fibres de jute de la cave s'enroulaient autour de ses organes comme des serpents de mer. Elle fit un pas de côté, manquant de trébucher. Le juge la rattrapa par le bras, et cette fois, il ne put ignorer la grimace de pure agonie qui déforma le visage de la noble femme. Pendant ce temps, Jorge, n'obtenant aucune réponse de Rosa, décida de passer à l'action. Il la saisit par le poignet et l'entraîna de force vers le bureau de la baronne. Il savait où se trouvait le contrat de vente. Il l'avait vu là quelques jours plus tôt. Il voulait s'assurer que le papier était toujours en sécurité, loin des mains de cette femme silencieuse qu'il soupçonnait de préparer un mauvais coup. Il poussa la porte du bureau et jeta Rosa à l'intérieur. Il courut vers le tapis de Perse, l'écarta d'un coup de pied violent. Rien. La trappe secrète sous le plancher était vide. Jorge sentit une sueur froide perler sur son front. Il se tourna vers Rosa, son visage rouge de colère. « Où est le papier, Rosa? Où est le contrat ?» Rosa leva les yeux vers lui. Pour la première fois de la soirée, elle sourit. Un sourire sans dents, un sourire de revenant. Elle ne dit pas un mot, mais son regard se porta vers la salle de bal.
là où la musique semblait soudainement s'être arrêtée. Georges comprit alors l'ampleur du désastre. Si Rosa n'avait pas le contrat sur elle, et s'il n'était plus sous le tapis, c'est qu'il était ailleurs. Un endroit où personne n'irait le chercher avant qu'il ne soit trop tard. Il se souvint de la manière dont Rosa maniait l'aiguille. Il se souvint de l'épaisseur inhabituelle de la doublure du corset. Dans la salle de bal, un cri déchira l'atmosphère feutrée. Ce n'était pas un cri de surprise, mais un hurlement de douleur animale. La baronne Deolinda venait de s'effondrer sur le parquet ciré. Les invités s'écartèrent en un cercle de visages horrifiés. Le juge Théodoro restait debout, observant la scène avec une froideur chirurgicale. La baronne se tordait au sol, ses mains griffant frénétiquement sa poitrine et ses hanches. Et c'est là que tout le monde le vit. Sous la soie blanche immaculée, des taches sombres commençaient à se propager à une vitesse effrayante. Ce n'était pas du sang rouge vif, c'était un liquide noir, épais, qui semblait bouillir sous le tissu. Une odeur de pourriture, de terre mouillée et de viande avariée envahit soudainement la pièce, étouffant les parfums coûteux et les arômes des vins fins. « Aidez-moi » gémissait Deolinda, sa voix n'étant plus qu'un râle. « Coupez-le, coupez-le, ça me brûle !» Le médecin de la province, qui figurait parmi les invités, s'avança sortant une petite trousse de sa veste. Il s'agenouilla près de la baronne, mais recula d'un pas en voyant l'état du tissu. La soie semblait se dissoudre, mangée par quelque chose qui venait de l'intérieur. Il sortit une paire de ciseaux chirurgicaux. À ce moment précis, la porte du bureau s'ouvrit violemment et Georges apparut, le visage décomposé. Il vit le médecin s'apprêter à trancher le corset. Il savait que si le corset était ouvert, le secret sortirait en même temps que la pourriture. Il tenta de s'élancer pour l'empêcher, mais la foule était trop dense. Le médecin posa la lame froide des ciseaux contre le lacet, tendu à l'extrême. Il y eut un bruit sec, comme une détonation. Le lacet céda, puis un autre, puis un troisième. À chaque rupture, le corset s'ouvrait comme une plaie béante, libérant une pression qui n'était plus seulement physique, mais historique. Ce que le médecin allait découvrir sous la soie n'était pas seulement une infection cutanée. C'était la preuve irréfutable que la Fazenda das Onças Mortas était bâtie sur un crime que même le luxe le plus insolent ne pouvait plus cacher. Rosa, restée dans l'embrasure de la porte, vit le premier lambeau de tissu tomber. Elle savait que ce qui allait suivre changerait la province pour toujours. Le prix de la soie française allait enfin être payé, et la monnaie serait le sang noir de la trahison. Le premier craquement du lacet n'était rien comparé au silence de mort qui s'abattit sur la salle de bal. Le docteur s'acharnait sur les ciseaux, mais la soie française, autrefois si fluide, semblait être devenue une sorte de cuirasse rigide et gluante. Ce n'était pas seulement la pression des baleines qui résistait, c'était la moisissure noire. En entrant en contact avec la sueur chaude de la baronne, les fibres parasitées de la cave s'étaient dilatées, tissant une sorte de toile vivante qui s'agrippait à la peau autant qu'au tissu. Le médecin jura entre ses dents, son front perlant de sueur. Chaque fois qu'il parvenait à inciser 1 millimètre, un liquide sombre et fétide s'échappait, tachant ses manchettes blanches. La baronne Deolinda ne gémissait plus, elle émettait un sifflement régulier, ses yeux révulsés ne montrant plus que le blanc. Sa poitrine ne se soulevait presque plus. Elle était littéralement emmurée dans sa propre vanité. Mais le véritable obstacle n'était pas seulement médical. Georges, le régisseur, fendit la foule comme un taureau enragé. Il savait que si le corset était ouvert, la vérité ne se contenterait pas de sortir. Elle allait exploser. « Arrêtez !» hurla-t-il en bousculant un valet qui portait encore un plateau de champagne. « C'est une crise d'épilepsie. Ne la déshabillez pas ici, c'est une indécence pour une femme de son rang. » Le juge Théodoro leva une main, un seul geste qui stoppa le régisseur net à 2 pas de la baronne étendue. Le regard du juge était une lame plus tranchante que celle du médecin. « Le rang ne compte plus quand on étouffe dans son propre sang, Jorge, » dit le juge d'une voix basse, mais qui porta jusqu'au fond de la pièce. « Écartez-vous, ou je considérerai votre interférence comme un aveu de culpabilité. » C'est là que le malaise changea de nature. Les invités, qui jusque-là observèrent la scène avec une curiosité morbide, commencèrent à reculer. L'odeur qui s'échappait de la robe n'était plus seulement celle de la pourriture. C'était l'odeur de la terre des mines, cette terre grasse et acide où tant d'hommes et d'enfants avaient disparu sans laisser de traces. C'était l'odeur du péché qu'on a essayé de parfumer à la violette.
Repérez bien ce qui se passe ici. Dans ces moments-là, le coupable n'est pas celui qui tient le couteau, mais celui qui a peur de ce que la plaie va révéler. Rosa, toujours immobile près de la porte dérobée, sentait son cœur battre contre ses côtes, mais pas par peur. C'était une satisfaction froide. Elle voyait la peau de la baronne à travers les premières déchirures du corset. Ce n'était plus de la chair humaine. Des sillons noirs comme des racines de charbon couraient sous l'épiderme de Deolinda, dessinant une carte de douleur qui suivait exactement les baleines du vêtement. Le parasite n'avait pas seulement mangé la peau, il s'était nourri de la graisse des muscles, s'ancrant dans les côtes de la noble femme. Si vous ne supportez pas ce genre de mensonge bien habillé, abonnez-vous et dites-moi, cette preuve, cette petite dent, était-ce un avertissement ou une sentence? Le docteur donna un dernier coup de ciseau vigoureux. Le corset s'ouvrit d'un coup, comme la carcasse d'un animal qu'on vient d'éventrer. Un soupir collectif d'horreur parcourut l'assemblée. Sous la soie blanche, le corps de la baronne était un champ de bataille noir et purulent. Mais ce n'était pas le pire. Alors que les pans du corset s'écartaient, un petit objet tomba sur le parquet ciré. Il rebondit 2 fois avec un bruit cristallin, un son minuscule dans le tumulte de la salle. Le juge Théodoro se pencha, ses articulations craquant dans le silence soudain. Il ramassa l'objet entre son pouce et son index. C'était une petite dent de lait, montée sur un fil d'argent noirci par le sang. Le juge ne dit rien, mais il tourna l'objet vers la lumière du lustre. La dent brillait comme une perle maléfique. Au même moment, un morceau de papier jauni, protégé par une fine couche de cire, se détacha de la doublure du corset qui pendait maintenant lamentablement sur les hanches de la baronne. Le papier glissa au sol, s'ouvrant à moitié sous l'effet du ressort de la cire craquelée. Le régisseur Georget tenta une dernière manœuvre désespérée. Il s'élança pour ramasser le document, mais il glissa sur le liquide noir qui s'était répandu sur le parquet. Il tomba lourdement, ses mains s'enfonçant dans la pourriture qui émanait de sa maîtresse. Il se releva, le visage déformé par le dégoût et la panique, mais il était déjà trop tard. Le juge Théodoro avait déjà le papier en main. « Baronne Deolinda », commença le juge, bien qu'il soit clair que la femme ne l'entendait plus. Elle était entrée dans un état de choc profond, son corps tremblant de spasmes incontrôlables, alors que l'air s'engouffrait enfin dans ses poumons meurtris, mais l'air était maintenant chargé du poison de l'infection. Le juge déplia le document. Ses yeux parcoururent les lignes calligraphiées avec une rapidité professionnelle. Son visage, déjà sévère, devint un masque de marbre. Il releva la tête, et son regard ne chercha pas la baronne, ni le régisseur. Il chercha l'ombre. Il chercha Rosa. « Rosa », appela le juge. Son ton n'était pas une accusation, mais une convocation officielle. « Approchez ». La foule s'écarta pour laisser passer la couturière. Elle marchait avec une dignité que personne ne lui avait jamais reconnue. Elle ne regarda pas le luxe qui l'entourait, ni les visages pâles des aristocrates qui la traitaient comme un meuble depuis des années. Elle s'arrêta devant le corps de la femme qui avait vendu son fils pour s'acheter une robe de bal. « Est-ce là votre œuvre, Rosa ?» demanda le juge, en désignant le corset en lambeaux et le corps dévasté de la baronne. Rosa ne baissa pas les yeux. Elle regarda la petite dent de lait que le juge tenait toujours. « Le tissu a seulement révélé ce qui était déjà là, monsieur le juge, » répondit-elle, sa voix étant calme, presque douce. « La pourriture n'est pas venue de mes mains, elle est venue de son cœur. » Le juge brandit le papier. « Ceci est un acte de vente, daté d'il y a 3 mois. Il concerne un enfant nommé Bento, âgé de 10 ans, vendu à un marchand de bétail pour le compte de la Fazenda das Onça Mortas. Le prix correspond exactement à la facture de la soie française que vous avez utilisée pour cette robe. » Un murmure d'indignation, cette fois authentique, parcourut les invités. Même dans une société qui vivait du travail forcé, la vente illégale d'un enfant pour s'acheter un colifichet, en prétendant sa mort par la maladie, franchissait une ligne que même les plus endurcis ne pouvaient ignorer. C'était une fraude envers la loi de l'Empire, mais c'était surtout une insulte à la morale chrétienne que ces gens affichaient chaque dimanche à l'église. Georges, sentant le vent tourner, essaya de se dédouaner. « C'était elle. La baronne m'a forcé à signer. Je n'avais pas le choix, j'étais aux ordres. » Le juge Théodoro se tourna vers lui. « Vous aviez le choix de ne pas mentir sur un certificat de décès, Georges. Vous aviez le choix de ne pas toucher votre commission sur la chair d'un enfant. »
Le juge fit un signe aux gardes de la province qui se tenaient à l'entrée de la salle. « Arrêtez cet homme, et qu'on amène une civière pour cette chose sur le sol. » Le médecin, qui tentait toujours de nettoyer les plaies de la baronne, secoua la tête. « Monsieur le juge, l'infection est profonde. Le parasite a atteint le périoste des côtes. Même si elle survit, elle ne sera plus jamais la même. Son corps est en train de se nécroser de l'intérieur. » Rosa regarda Deolinda une dernière fois. La baronne ouvrit les yeux un bref instant. Dans ce regard, il n'y avait plus de hauteur, plus de mépris. Il n'y avait qu'une terreur primitive. Elle vit Rosa. Elle vit la dent de son fils dans la main du juge. Elle comprit, dans un éclair de lucidité agonisante, que sa beauté était perdue à jamais, remplacée par une marque noire qu'aucune soie, aucune poudre ne pourrait jamais cacher. Mais l'histoire ne s'arrêtait pas là. Le juge avait le contrat, il avait la preuve, mais il manquait encore une pièce au puzzle. Où était Bento? Le contrat mentionnait un marchand, mais pas la destination finale. Rosa le savait. Elle s'approcha de Georget, qui luttait entre les mains des gardes. Elle ne le frappa pas. Elle ne cria pas. Elle se contenta de lui murmurer une seule phrase à l'oreille, une phrase qui fit pâlir le régisseur plus encore que la vue de la mort. Le problème, c'est que la vérité a un prix et souvent il faut descendre encore plus bas que la cave pour le payer. Georget savait quelque chose que le contrat ne disait pas. Quelque chose qui fit trembler les mains de Rosa pour la première fois de la nuit. Le bal était terminé, mais la chasse, elle, ne faisait que commencer. Et dans les ténèbres de la province, certains secrets étaient protégés par des forces bien plus dangereuses qu'une baronne ruinée. La fête était morte. Le luxe n'était plus qu'une odeur de viande gâtée qui s'insinuait dans les narines des invités les plus raffinés. La baronne Deolinda, ou ce qu'il en restait, fut transportée dans un petit salon adjacent, loin des regards, mais pas loin des commérages. Le médecin de la province, les mains tremblantes, tentait d'appliquer des linges imbibés de vinaigre et d'alcool sur les plaies béantes. Mais le vinaigre ne faisait qu'exciter les parasites. Sous la lumière des lampes à huile, on pouvait voir les fibres de jute s'agiter, comme si elles cherchaient encore de la chair fraîche à dévorer. La peau de la baronne se détachait par plaques entières, révélant des muscles grisâtres et des côtes qui semblaient avoir été rongées par l'acide. Le juge Teodoro, lui, n'avait pas bougé de la salle de bal. Il tenait toujours le contrat de vente de Bento entre ses doigts gantés de blanc, un blanc qui contrastait violemment avec les taches de sang noires sur le papier. Il regardait Jorge, le régisseur, qui était maintenu au sol par 2 gardes. Jorge ne luttait plus. Il savait que dans le code de l'honneur de ces grands propriétaires, la seule chose pire que le crime était de se faire prendre de manière aussi indécente. « Où est l'enfant, Georges ?» demanda le juge, sa voix résonnant contre les murs de marbre. Le contrat parle d'un marchand nommé Valerio, mais ce Valerio ne garde jamais sa marchandise plus de 48 heures. Georges releva la tête, un filet de bave mêlé de sang coulant de sa bouche. Il jeta un regard haineux vers Rosa, qui se tenait toujours dans l'ombre, comme une statue de reproche. « Vous voulez savoir ?» cracha-t-il. « Il n'est pas dans les mines. La baronne avait besoin de plus d'argent que ce que Valerio pouvait offrir. Elle l'a échangé contre une faveur. » Un frisson parcourut l'échine de Rosa. Une faveur. Elle savait ce que cela signifiait dans cette province où les dettes ne se payaient pas toujours en monnaie sonnante et trébuchante. Le problème, c'est que le mal avait des racines bien plus profondes que la vanité d'une femme ruinée. « Quelle faveur ?» insista le juge en s'approchant. « Le baron » murmura Jorge, avec un rire sinistre qui se transforma en quinte de tout. « Le baron n'est pas en voyage d'affaires à la capitale. Il est à Lila do Corvos. Il a perdu une fortune au baccarat contre le colonel Silveira. Bento n'a pas été vendu pour la soie de la robe. Il a été donné comme acompte pour que le baron ne finisse pas avec une balle dans la tête. » Le silence qui suivit fut plus lourd que toutes les accusations précédentes. Rosa sentit la terre se dérober sous ses pieds. Lila dos Corvos, un lambeau de terre au milieu d'un fleuve boueux, infesté de fièvres et gardé par des hommes qui n'avaient plus rien d'humain. C'était là qu'on envoyait ceux que l'on voulait voir disparaître à petit feu, dans les briqueteries clandestines où la durée de vie ne dépassait pas quelques mois. Mais le plus grand choc vint de la porte principale. Le baron, celui que tout le monde croyait absent, venait d'entrer. Il n'avait pas l'air d'un homme revenant d'un voyage d'affaires. Ses vêtements étaient froissés, son visage était rouge d'alcool et de fureur. Il s'arrêta net en voyant les gardes, le juge
et surtout le cadavre vivant de sa femme qu'on apercevait par la porte entr'ouverte du salon. Il ne courut pas vers Deolinda. Il ne demanda pas ce qui s'était passé. Son regard se fixa immédiatement sur le papier que tenait le juge Teodoro. « Rendez-moi ce document, Teodoro, » dit-il, essayant de retrouver une autorité que sa déchéance physique démentait. « C'est une affaire privée, une affaire de famille. » « Ce n'est plus une affaire de famille quand le sang d'un innocent est utilisé pour payer vos dettes de jeu, baron, » répondit le juge, en reculant d'un pas. « Et ce n'est plus privé quand votre femme est en train de se décomposer sous les yeux de la province à cause d'un secret qu'elle a essayé de coudre dans sa propre chair. » Rosa fit un pas en avant. Elle n'avait plus peur du baron, ni de ses fouets, ni de ses menaces. Elle voyait l'homme tel qu'il était, un lâche drapé dans du velours. « Mon fils, » dit-elle, et sa voix était comme le craquement d'une branche sèche. « Rendez-moi Bento. » Le baron la regarda avec un mépris souverain. « Tais-toi, esclave. Tu devrais être déjà au poteau pour ce que tu as fait à ma femme. Regarde-la, tu l'as empoisonnée. Elle s'est empoisonnée elle-même le jour où elle a mis un prix sur le cœur de mon fils, » rétorqua Rosa. « Le corset n'a fait que montrer ce qu'elle cachait. Et vous, monsieur le baron, vous portez la même pourriture, même si elle ne se voit pas encore sur votre peau. » Le juge Teodoro intervint avant que le baron ne puisse lever la main sur la couturière. « Baron, vous êtes en état d'arrestation pour fraude, traite illégale et complicité de crime. Vos biens sont saisis par l'État jusqu'à ce que toute cette affaire soit éclaircie. Et si ce que dit George est vrai, vous allez nous conduire à l'Illa dos Corvos. Tout de suite. » Le baron blêmit. Il savait que s'il retournait à l'île sans l'argent, ou sans une nouvelle garantie, le colonel Silveira ne le laisserait pas repartir. Mais il n'avait pas le choix. Les fusils des gardes étaient braqués sur lui. C'est alors que le tournant le plus sombre de la soirée se produisit. Du salon où se trouvait la baronne, un hurlement inhumain déchira l'air. Ce n'était plus un cri de douleur, c'était un cri de folie. Le médecin sortit en courant, son tablier couvert de ce sang noir et visqueux. « Elle a arraché ses propres pansements » cria-t-il. « Elle est en train de s'ouvrir les côtes avec ses ongles. Elle dit qu'elle entend l'enfant pleurer à l'intérieur d'elle. » Rosa ne bougea pas. Elle savait que la dent de lait plantée près du sternum faisait son office. La culpabilité n'était plus une idée abstraite pour Deolinda. C'était une présence physique, une morsure constante qui lui rappelait ce qu'elle avait volé. Mais le problème, c'est que le temps pressait. Si Bento était vraiment à l'Illa dos Corvos, chaque minute comptait. La crue du fleuve approchait, et avec elle l'isolement total de l'île. Rosa regarda le juge. Elle ne demandait pas la permission. Elle ramassa une lampe à huile sur une table latérale et se dirigea vers la sortie. « Où allez-vous » demanda le juge. « Là où vous n'oserez pas aller seul, monsieur le juge, » répondit-elle sans se retourner. « Je vais chercher ce qui m'appartient. Et si je dois brûler cette île avec tous les diables qui s'y trouvent, je le ferai. » Le baron, escorté par les gardes, fut poussé vers les calèches. La pluie commençait à tomber, une pluie lourde et chaude qui transformait les chemins en torrents de boue. La fazenda d'Assunção Morta, autrefois symbole de puissance, n'était plus qu'un théâtre de cauchemars. Mais ce que personne ne savait, c'est que sur l'Illa dos Corvos, le colonel Silveira n'attendait pas seulement un paiement. Il attendait une occasion de détruire le baron une fois pour toutes. Et l'enfant n'était qu'un pion dans un jeu bien plus vaste et bien plus sanglant. Le voyage vers le fleuve commença dans un silence oppressant, interrompu seulement par les gémissements lointains de la baronne que l'on n'arrivait pas à faire taire. Rosa, assise à l'arrière d'une charrette, serrait ses mains calleuses. Elle sentait encore l'odeur de la soie française sur ses doigts, mais dans son esprit elle ne voyait que le visage de Bento. Elle savait que la justice des hommes était lente et souvent aveugle, mais la justice qu'elle avait tissée de ses propres mains était en train de faire son chemin. Et elle ne s'arrêterait que lorsque le dernier lacet de cette histoire serait tranché. La pluie battait les eaux sombres du fleuve quand la barque accosta enfin à l'Illa dos Corvos. Rosa fut la première à sauter dans la boue épaisse, ignorant les ordres des gardes. Devant elle, les feux des briqueteries clandestines brûlaient, comme les yeux de l'enfer dans la nuit. Le colonel Silveira attendait sur le quai, la main sur son pistolet, mais en voyant le juge Teodoro et les fusils de l'escorte impériale, son arrogance s'évapora instantanément. Le baron, livide et tremblant de froid, bégaya des excuses que personne ne voulait entendre. Le juge ne lui jeta pas même un regard.
Il ordonna la libération immédiate de tous ceux qui n'avaient pas de papiers officiels. Rosa courut vers les hangars fumants, son cœur battant plus fort que les tambours de la pluie. Elle l'appela une seule fois, un cri qui venait du plus profond de ses entrailles. Une petite voix lui répondit du fond d'une remise infecte, derrière des piles de briques crues. Elle trouva Bento dans un coin, recroquevillé sur un vieux sac de jute, couvert d'une poussière rouge et de sueur, mais vivant. En voyant sa mère, l'enfant ne pleura pas. Il s'accrocha à son cou avec une force désespérée. À cet instant précis, le luxe de la fazenda d'Assonsas Mortas, les balles de la province et la soie française ne valèrent plus rien face à la chaleur de ce petit corps retrouvé. Le baron fut emmené enchaîné pour répondre de ses fraudes et de sa complicité, ses terres saisies par l'État pour payer ses dettes et indemniser ceux qui l'avaient exploité. Georges le régisseur ne vit jamais la fin de son procès, succombant dans sa cellule à une fièvre noire. Quant à la baronne d'Eolinda, elle survécut à l'infection, mais le parasite avait laissé une marque indélébile. Ses côtes restèrent soudées par des cicatrices noires, dures et noueuses, une armure de chair qui lui rappelait à chaque mouvement et à chaque respiration le prix de sa vanité. Elle finit ses jours dans la solitude et la misère, cachant son corps défiguré sous des vêtements sombres, hantée par l'odeur de la terre humide qu'aucune eau, aucun parfum ne put jamais effacer. Abonnez-vous. Ici, on tire sur les fils que les puissants tentent de cacher pour révéler la vérité. Et dites-moi en commentaire, selon vous, est-ce que les invités du bal se doutaient de ce qui se passait, ou ont-ils simplement choisi de danser sur un cimetière pour ne pas gâcher la fête? La cupidité laisse toujours une trace, qu'elle soit sur un papier jauni ou gravée à vif dans la chair. Personne ne peut cacher la pourriture éternellement sous de la soie française.